Allô, allô, bonjour tout le monde, Smoke City, tous les lundis à 18h30 sur Aligre, c'est Mano Solo. Avec ses invités d'aujourd'hui, c'est ATD Carmonde, avec qui on va parler. Après-demain, c'est la journée mondiale du refus de la misère, et on verra ça avec Nicolas Morzel et Céline Zuber. Alors à tout de suite, là je crois qu'on écoute un petit morceau de Mel, la petite Mel. Smoke City. Tous les lundis de 18h30 à 19h30. Aligre FM 93.1. Smoke City. Yes, t'abuses un peu avec les jingles, je trouve, Laurent. T'es tout content comme un gamin dans un magasin de jouets, quoi. Hein, c'est ça. Bon, alors mes enfants, la journée mondiale du refus de la misère, ça a été quelque chose qui a été, j'ai l'impression, qui a été initié par ATD Tiers-Monde, enfin par son fondateur, son père fondateur, qui était le père Joseph Rezinski. Ah ouais, ça c'est Rezinski. Rezinski, d'accord. Heureusement que tu es là. Donc c'est ce type qui a lancé l'idée, non, de la journée mondiale que... Oui, en fait, le mouvement ATD Carmonde est né il y a une 50aine d'années dans un bidonville à Noisy-le-Grand. Et quand ce bidonville a été rasé et que les gens qui y habitaient ont été plus ou moins relogés, le fondateur du mouvement ATD Carmonde, Joseph Rezinski, s'est dit qu'on ne pouvait pas tout simplement raser tout ça et puis l'oublier, et qu'il fallait donc créer quelque chose en l'honneur des gens qui vivaient dans la misère au quotidien, en l'honneur des victimes de la misère. Et donc il a créé cette journée, 17 octobre, qui était la journée du refus de la misère, et je crois que c'est en 92 qu'elle a été reconnue journée mondiale du refus de la misère par l'ONU. Mais en fait, la première journée en France date de 1987. D'accord, alors c'est quoi ce concept, la journée mondiale de refus de la misère? C'est une journée pour parler essentiellement des personnes qui vivent la misère au quotidien, qui se battent contre elles pour les mettre en valeur, pour montrer ce qu'elles font, pour donner du courage à tout le monde, pour donner envie de continuer à se révolter contre ça tous les jours et avancer, quoi. D'accord, en fait, vous vous placez plutôt sur un terrain de communication plutôt que sur un terrain d'action véritable, ou vous êtes sur les deux terrains? Je pense que justement la journée du 17 octobre fait partie de cette partie communication. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette présence sur les deux terrains, avec d'une part des actions culturelles, familiales tout au long de l'année, avec les membres permanents qu'on appelle les volontaires, et puis ce genre de journée qui sert aussi à médiatiser la parole de ceux qu'on n'entend jamais, qui sont justement les plus pauvres et les plus exclus. Et ça, c'est la partie communication, comme tu viens de le dire. D'accord. Excuse-moi. Et ça s'organise comment tout ça, en fait? Comment les gens arrivent à vous, ou comment vous arrivez aux gens? Parce que la misère, elle est partout. C'est comment vous sélectionnez une misère par rapport à une autre? C'est de quelle misère on parle en vérité? Parce que il y a autant de misère psychologique que de misère physique, que de misère environnementale. Le refus de la misère, c'est tellement large comme générique. De quelle misère vous parlez, par exemple? Sur quel terrain on est, là? Alors, sur quel terrain? Bon, c'est sûr que c'est parti du terrain d'un bidonville, donc une misère clairement La misère identifiée économique. comme économique. D'accord. Mais il faut savoir aussi que d'emblée, le père Joseph et les familles qui vivaient avec lui dans le bidonville ont pensé que ça ne se résoudrait pas qu'en visant l'aspect économique. Bien C'est sûr. un problème global. Donc c'est pour ça que la solution les solutions qui ont été proposées et les différentes actions, c'est pas donner la petite pièce aux mendiants ou demander de l'argent. Ça a été d'emblée sur un domaine beaucoup plus large, d'accès à la culture, d'accès à des droits tels que aussi la santé, l'éducation, mais aussi finalement on peut le dire, avoir le droit de vivre dans un environnement correct, qui sont des droits qui sont niés en premier lieu justement aux plus pauvres, aux plus exclus. Déjà, c'est pas forcément des droits auxquels tout le monde a accès pour une raison ou pour une autre, mais là en plus quand on tombe dans des problèmes économiques ou de logement, etc., tous les droits d'un seul coup sont déniés. Je trouve que Joseph Rezinski, à cette époque-là, il y a une 50aine d'années, était très en avance sur son temps, justement. Il disait que si les personnes les plus pauvres peuvent avoir accès à la culture, avoir accès à la santé, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès. Alors que si on se limite à
à certaines personnes dans la population, on peut être sûr que les plus pauvres, eux, n'y auront pas accès. Donc il faut commencer par eux. Il faut tout déterminer en fonction d'eux pour qu'ils aient accès à tous les droits fondamentaux. Et à partir du moment où eux y auront accès, ce sera bon. Mais alors, vous vous adressez à qui pour arriver à faire passer ça dans la société? En fait, la journée de la misère, du refus de la misère, elle s'adresse au gouvernement, elle s'adresse... Oui, elle s'adresse en partie au gouvernement, notamment cette année. Il y a eu la déclaration de solidarité qui a été éditée à partir du printemps dernier, il me semble. C'est quelque chose qui est parti d'une conférence qui a eu lieu à Montréal où se sont rassemblés plein de défenseurs de la misère sous l'égide de l'ONU. Et donc une sorte de pétition comme ça qu'on fait signer. Et cette année-là, le 17 octobre, donc dans 2 jours, toutes les signatures de cette pétition donc contre la misère vont être mises au gouvernement français et un représentant de l'ONU mais également. il n'y a pas un travail véritable de propositions réelles qui sont faites au gouvernement parce qu'il ne suffit pas de dire oui, voyez, la misère existe, faites quelque chose, parce que ça, bon, tout le monde le sait. Est-ce que vous avez des programmes, des solutions peut-être, enfin... c'est pas un piège que je vous tends, hein, parce que c'est pas évident d'avoir des solutions. Mais est-ce que vous avez justement des points de vue politiques pour en arriver à lutter contre la misère? Alors, bien sûr, en fait, parce que dès le départ, le père Joseph Rezinski a demandé aux premiers volontaires qui sont venus le rejoindre dans le camp de créer, notamment à une volontaire néerlandaise qui s'appelait Alvin van Vos, de créer une sorte d'université, c'est-à-dire de recherche sur ce que c'est que la misère et sur effectivement les solutions nouvelles qu'on peut y apporter en partant de la pensée des plus pauvres. Et alors, c'est quelque chose qui dure encore aujourd'hui, qui s'élabore sur le partage à la fois de savoir venus de gens qui vivent la misère et venus d'universitaires, d'hommes politiques, quand ils veulent bien évidemment participer. Et alors ça a débouché sur quoi? Déjà dans les années 80, il y a eu un rapport du Conseil économique et social qui s'appelle le rapport Grande pauvreté, précarité économique et sociale, qui à l'époque a vraiment révolutionné la façon de penser, parce que pour la première fois on disait que dans les politiques sociales il ne fallait pas considérer les plus pauvres comme responsables de leur situation, mais au contraire comme partenaires. Et puis d'autres résultats, ça a été aussi en 98 l'obtention de la loi d'orientation contre les exclusions. C'était un long combat juridique, législatif, qui était mené déjà depuis 5-6 ans et qui a abouti à ça. Bon, on peut dire que l'application n'est pas parfaite aujourd'hui. Et puis récemment encore, TD Quart Monde était une des associations qui faisait partie de la plateforme du DAL, du droit au logement, qui a été l'un des acteurs qui a obtenu en mars dernier la loi pour le droit au logement opposable. Ouais. D'accord. Donc vous êtes quand même sur le terrain. Parce que quand on va sur le site, là, il est marrant votre site parce qu'il fait un peu secte, quoi. Parce qu'on a l'impression que vous ne voulez pas dire tellement ce que vous foutez. Parce que on a du mal à rentrer dans le concret dans votre communication. C'est vrai, hein, elle manque de concrétitude. Je ne sais pas si ça existe le mot. Je peux juste te demander sur quel site, justement, c'est parce qu'on voit bien sur quel terrain vous vous placez et contre quoi vous luttez. Mais après, c'est flou. On a quelques exemples dans le monde d'action auprès des lépreux en Égypte, coopérative de femmes palestiniennes, vous occupez de prisonniers en Israël. On ne sait pas ce que vous faites pour les prisonniers en Israël, par exemple. Pour les familles roumaines à Naples, on ne sait pas ce que vous faites. Enfin, c'est-à-dire que quand on va chez vous pour savoir ce que vous faites, eh ben, vous ne le dites pas. Ça, c'est un drôle de truc. Par exemple, dans la région, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait. Il y a pas mal de bibliothèques de rue qui se trouvent dans des quartiers, soit à Paris, soit en banlieue, ou alors dans des camps, dans des hôtels meublés. Donc les bibliothèques de rue, ça vise essentiellement un public des enfants. Et elles fonctionnent, ces bibliothèques? On rencontre aussi les familles. Donc ce sont des actions qui se passent dans la rue pour qu'il n'y ait pas de porte à franchir par les personnes qui peuvent avoir une réticence sinon à entrer dans un lieu. On essaye de réconcilier entre guillemets les enfants avec le livre pour qu'ils le voient d'une façon beaucoup moins scolaire, parce que la plupart... Tu sais, ce que je pense souvent, moi, ce qu'il faut leur dire aussi à ces gens-là, c'est que l'entrée des galeries de peinture est gratuite. Aller voir de la peinture, se cultiver sur la peinture, c'est gratuit. Tout le monde peut aller... profites-en, le prochain que tu vois, qui ne sait pas quoi foutre et qui n'a pas de thune, il peut aller voir de la peinture. Ou alors pour une sortie qu'on organise avec des enfants qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de choses. Excuse-moi, je t'ai coupé parce que... Non, c'est bon. Continue. Donc,
Des bibliothèques dans les rues? Ouais, donc voilà le genre d'action qu'on mène. Donc, dans la régularité, ce qui est vraiment important pour nous est un lien de confiance avec les familles, le genre de lien qui arrive au bout de quelques années. C'est vraiment très difficile à tisser. Et ensuite, c'est à partir de ce qu'on vit avec les familles, qu'on voit comment on peut faire évoluer l'action sur place à partir d'un cas concret qu'on rencontre. Donc vous accompagnez les gens quand même. Vous ne faites pas que passer et dire salut, bonjour. Non, toutes les actions qu'on fait, quasiment, ouais, toutes, se font dans la durée, vraiment. Avec un On suivi. trouve ça vraiment D'accord. important de revenir de semaine en semaine et que les gens prennent l'habitude de nous voir. Ouais. Et vous avez des résultats satisfaisants. Enfin, est-ce que vous arrivez à changer des choses? Ou est-ce que vous les améliorez juste un peu? C'est difficile à dire. Il y a deux plans, hein. Il y a le Enfin, plan, je sais bien que vous ne pouvez pas les changer partout, mais est-ce que vous avez des grandes victoires, par exemple? Vous êtes content de l'action de ATD Quart-Monde? Bah oui, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, c'est pas au niveau local là, mais c'est sur le changement de mentalité parfois. Dans certaines lois ou de certains hommes politiques, on peut dire que depuis 50 ans, il y a vraiment eu du progrès par rapport Sarkozy à vous l'époque. écoute? Sarkozy, on ne sait pas encore, justement, puisqu'il Ouais. vient d'arriver. Ce que je veux dire, c'est que en général, dans certaines classes politiques, on a réussi à imposer une certaine vision des choses, même si on le fait en ce moment. Après, du point de vue beaucoup plus local, ça, je pense que évidemment, il y a des résultats, mais qui ne sont pas justement mesurables avec cette politique du résultat. C'est pas, évidemment, on va pas annoncer, ça y est, on a sauvé 50% des pauvres de la planète. Non, on peut pas annoncer ça, parce que ça veut dire quoi? On a sauvé c'est bête 50% comme des question, pauvres. t'as raison. Donc, les résultats, il y en a au niveau de la confiance qui s'établit, au niveau de la confiance que retrouvent les gens. Mais c'est des résultats qui sont longs à voir, et peut-être qu'ils se voient pas du tout au niveau de la société, mais... Qui sont du domaine plutôt du lien social. Du lien social, tout à fait, oui. D'accord. Ou alors concrètement dans les actions, enfin je vous parle encore une fois des bibliothèques de rue parce que c'est ce que je connais un petit peu, quoi. Et on a des petites victoires presque chaque semaine, par exemple quand il y a un enfant habituellement qui est exclu du groupe et que d'un coup tous se mettent avec lui pour réussir à faire quelque chose, ou alors quand il y a un enfant qui refusait vraiment de lire et qu'un jour il vient pour qu'on l'aide à faire ses devoirs pendant la séance de bibliothèque de rue, même si c'est pas habituel, ou qui vient pour lire un livre qu'on lui a passé à l'école. Enfin, pour nous, c'est des petites victoires au quotidien, quoi. Ouais, tu te sens utile, quoi. Ouais, bah c'est déjà pas mal, hein, tu sais. Il y a plein de gens sur la Terre qui se sentent pas utiles, hein, c'est une chance. Qu'est-ce qu'on écoute, Laurent? Alice Cooper, Is It My Body? Est-ce que c'est une mon corps? programmation qui est sous ta responsabilité. Absolument, j'assume. Yes. Nous voilà de retour. Donc on va parler donc de cette journée d'après-demain. Donc c'est la journée du refus de la misère. Qu'est-ce qui va se passer donc cette année, en se levant ce matin-là? Qu'est-ce qui va nous arriver? Cette année, c'est un peu particulier. On essaye de provoquer un grand rassemblement à Paris sur le parvis des droits de l'homme et des libertés, le parvis du Trocadéro, quoi. Parce qu'on fêtera cette architecture totalitaire. En plus, c'est marrant le mélange. C'est une architecture complètement mussolinienne. Je crois que ça a été rebaptisé comme ça par Mitterrand, Parvis des droits de l'homme et des libertés, il me semble. Parce que cette année, en fait, le 20e anniversaire de la dalle qui est posée par terre au Trocadéro, donc qui a été posée le 17 octobre 87 par Joseph Wrezinski, et qui dit « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Donc les 20 ans de cette dalle, c'est quand même vraiment symbolique. Et donc sur le parvis et dans les jardins du Trocadéro, il va y avoir énormément de choses cette année. Il y aura des témoignages, des débats, des expositions, plein d'ateliers, des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre-forum, des ateliers plus de travaux manuels, énormément de choses, des ateliers pour les enfants, du sport. Il y aura des expositions de banderoles qui ont été faites par des groupes d'ATD Quart-Monde dans le monde entier, quoi, qui sont arrivés là pour décorer le Trocadéro. Enfin, j'en ai installé cet après-midi, c'est pour ça que j'en parle. Et ce sera vraiment, vraiment très joli. Et pour parler du refus de la misère, mais vraiment en valorisant, comme je te disais tout à l'heure, les gens qui la vivent au quotidien et d'une façon plutôt festive, quoi. On n'est pas là pour s'apitoyer dessus, on est là pour reprendre force, reprendre courage pour continuer à se battre, quoi. C'est surtout ça l'essentiel. Donc il y aura d'autres initiatives, d'autres actions qui seront menées dans d'autres grandes villes de France, notamment à Strasbourg, dans d'autres villes aussi. Mais
dans la région parisienne, l'essentiel, mercredi, se passera sur le parvis du Trocadéro. D'accord. Tu y seras, toi? Oui, j'y serai certainement. Tu feras quoi? Bon, je ne sais pas encore, parce que personnellement, à cause des études, j'y serai pas toute la journée, mais je ferai quoi? Je participerai. Et puis, il faut savoir aussi qu'au Trocadéro, quand il y a un rassemblement comme ça, il y a aussi beaucoup de gens qui y passent par hasard. Et puis, il faut être là aussi pour les informer assez rapidement. Étrangers, Donc, les gens qui passent là-bas, c'est... Oui, alors ça, c'est quand on a un petit 17 Des octobre, touristes. effectivement, un 17 octobre de semaine, comme l'année dernière, où effectivement, on se retrouve avec beaucoup de touristes. Mais cette année, comme il y a eu beaucoup de communication autour de cet événement, et qu'on attend quand même 20 000 personnes, dont une grande majorité sait pourquoi elle vient, on pense pouvoir attirer effectivement plus de gens qui vont venir. C'est justement la question que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est médiatisé? Est-ce que c'est... j'ai du son. Ouais. Est-ce que c'est médiatisé? Est-ce que vous sentez derrière qu'il y a des gens qui sont mobilisés sur place? Est-ce que c'est pas juste des gens qui passent? Et surtout, est-ce qu'il y a des retombées? Est-ce que derrière, ça vous fait avancer? Est-ce que vous sentez que ça donne un élan à chaque fois à l'association? Est-ce que derrière, vous avez plus de dons et vous pouvez mener plus d'actions? Ou est-ce que c'est juste symbolique? Alors, cette année, justement, comme on vient de le dire, c'est particulier, puisqu'on veut mettre un coup d'accélérateur. D'habitude, on n'a jamais considéré le 17 octobre, à part, c'est bien une journée pour se redonner du courage et se redonner confiance, mais on n'avait jamais dit que le 17 octobre, c'était la journée où chaque année, on lançait le coup d'accélérateur derrière. C'était effectivement un rappel chaque année. Mais cette année, on a décidé qu'au bout de 20 ans, il fallait que ce 17 octobre s'inscrive dans une campagne qui dure déjà depuis 1 an, et qui vise à montrer que le courant du refus de la misère, sous diverses formes, existe, et qu'il n'est pas seulement porté par ATD Quart Monde, parce qu'il y a d'autres associations, on est en partenariat notamment avec Amnesty International, le Secours catholique et tout un tas d'autres associations, pour faire de cette journée, cette fois-ci, vraiment quelque chose de fort. Alors les retombées, on n'attend pas tellement au niveau financier, puisque nos actions ne nous coûtent pas grand-chose finalement, puisqu'on ne demande pas d'argent, on ne propose pas de médicaments, donc finalement, c'est pas tellement des retombées, mais par contre, on attend des retombées au niveau de l'opinion publique et au niveau des décideurs politiques. Pour en donner une de retombée déjà qui a été favorable, il faut savoir que la grève des transports qui a été décidée pour le 18, finalement, a été décidée à l'origine pour le 17 octobre. Et les syndicats se sont concertés, nous ont concertés nous aussi, et puis finalement, ils ont décidé de la reporter parce que... Ouais, ça c'est bien, ça. Donc ça nous a médiatisé assez bien. Tu parlais de médiatisation donc dans la première partie de ta question. Pour le 17 octobre cette année, il y a un partenariat avec RFI qui diffusera sur son antenne des célébrations de la Journée mondiale du refus de la misère un peu partout dans le monde pour faire les liens entre des différents groupes qui sont géographiquement vraiment très très éloignés et pour que tout le monde sente qu'il fait vraiment partie du même courant encore pour renforcer tout ça, quoi. 390 bénévoles, c'est pas énorme pour une planète de misère. C'est les bénévoles qui sont à plein temps pour ATD Quart Monde. Après, à part ça, il y a des tas de gens qui ont un emploi, qui en ont pas et qui font ça pendant leur temps de libre, entre guillemets, et qui donnent quelques heures par semaine. C'est les gens qui sont salariés. Les bénévoles sont des chefs d'équipe, on peut dire. Pas toujours. Ça dépend des endroits, vraiment. D'accord. Donc, l'association, elle recrute, elle attend quoi? De recruter des bénévoles ou des gens qui, de temps en temps, peuvent apporter quelque chose Les deux, j'irais dire. Mais en fait, il faut savoir que outre ces 370 volontaires, on les appelle plutôt volontaires d'ailleurs, puisqu'ils sont vraiment engagés à plein temps, il y a quand même 5000 alliés et 100 000 amis du mouvement dans le monde. Donc, c'est des gens qui sont engagés soit aux côtés du mouvement, soit même de manière totalement différente dans d'autres associations ou simplement à titre personnel. Oui, parce que vous fédérez quand même pas mal d'associations. Soit on les fédère, soit plutôt on travaille avec elles, puisque comme vraiment la pensée du Père Joseph, ça a été de dire on fait les choses avec les gens sur place, avec les familles sur place, à partir d'eux. C'est quelque chose qu'on peut considérer d'une manière plus large en disant on ne va pas arriver à la place du réseau associatif qui existe déjà quelque part. C'est eux qui travaillent avec les gens depuis toujours ici, on ne va pas les remplacer. On peut travailler avec eux, on peut échanger nos expériences, mais du coup on a plutôt un réseau d'amis à travers le monde, notamment à travers ce qu'on appelle le forum permanent,
qui est en fait un forum d'échange de différentes associations et différents particuliers à travers le monde qui se soutiennent, qui se donnent des idées, racontent leurs expériences. Par exemple, quand le DAL est sur une action, enfin là c'était Don Quichotte, tu m'en as parlé tout à l'heure, non Non, c'est pas toi, excuse-moi, je confonds tout. Imagine le DAL est sur une action qui ressemblerait à celle de Don Quichotte sur les quais du canal. Votre action là-dedans, en liaison avec le DAL, donc, ça serait quoi quand il y a déjà une revendication précise, par exemple sur le droit au logement, sur des personnes qui sont là dans la rue, à Télé-Carmonde, si vous êtes là, c'est pourquoi, par exemple, à ce moment-là je pense que c'est d'une part pour expliquer notre point de vue et la façon dont nous, on ferait éventuellement les choses, mais surtout pas pour prendre la place. Et puis ensuite, effectivement, je pense qu'à titre personnel, d'ailleurs, ça s'est vérifié au moment des Don Quichotte, il y a des alliés du mouvement qui... Parce que tu viens de me dire que vous bossez avec des assos, donc quand vous bossez avec elles, vous faites quoi, vous, avec elles? C'est ça que je voulais savoir. C'est essentiellement... Alors, parfois, c'est au niveau des actions qui ont été initiées, mais il se trouve que là, les Don Quichotte ont fait ça de manière assez autonome au départ. Donc après, ils ont été rejoints, mais il se trouve que dans ce cas précis, nous, on n'a pas bossé avec eux dès le départ. Non, c'est un bon exemple, mais simplement, c'est pas quelque chose à quoi on avait réfléchi avec eux dès le départ. Oui. Donc, les actions qui sont menées en commun, c'est ce dont Céline parlait tout à l'heure, mais sauf que c'est pas pour les bibliothèques de rue, mais pour d'autres actions de soutien aux familles, d'accès à l'éducation, ça peut arriver. Mais sinon, le plus souvent, c'est quand même plus par l'échange d'expériences. C'est-à-dire que ce qui est souvent très gênant pour ceux qui combattent au quotidien la misère, c'est qu'ils ont l'impression d'être complètement isolés dans un océan d'indifférence. Et donc, ce qui est très important, c'est de se sentir soutenu, de sentir qu'il y a d'autres gens qui partagent à peu près le même combat et les mêmes idées, et d'échanger. Tu sais, moi, les mecs du DAL, je les ai interviewés, vus parler. J'ai pas l'impression qu'ils aient besoin de toi pour être soutenus dans leur motivation, ces mecs-là, quoi. Non, je comprends pas bien ce que tu me dis. Oui, mais parce que les mecs du DAL, le DAL, c'est quand même un truc assez gros maintenant. Enfin, je veux dire que c'est au niveau national. Mais là, on parlait plus de petites associations locales, de choses de quartier. D'accord. Et ces associations-là, notamment, on les médiatise énormément dans ce journal qui sort chaque année. Ah ouais, un fort tirage. Le journal Résistance. Ouais, j'ai vu ça, 1 200 000. 500 000. C'est sous-estimé sur le site que j'ai vu. Donc, c'est énorme, 1 500 000 en français. Oui, rien qu'en français. Ouais. Mais il sort qu'une fois par an. C'est le plus fort tirage de France, ça, non? Il n'y a pas un quotidien qui... Si, Ouest France, ils ne sortent même pas ça, je crois pas. Non, je crois pas. Ouais. Et c'est quoi? C'est un hebdomadaire, un mensuel? Alors, non, il sort une fois tous les ans. Ah, pardon, c'est un annuaire. 17 octobre, ouais. Et un annulaire, on dit? Donc c'est un journal qui s'appelle Résistance, et dans les articles, on retrouve des gens qui sont interviewés pour des initiatives vraiment sympas qui contribuent à créer du lien social, faire reculer la misère. Donc encore une fois, des bonnes idées qu'on nous donne. En fait, c'est parce que c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre, et puis que certainement les autres gens ont du mal à comprendre, c'est que vous vous placez seulement sur un terrain de l'esprit, en vérité. C'est ça que vous avez des réflexions sur la misère qui vous viennent de gens qui ont vécu cette misère. Là, j'essaye de résumer un peu ce qu'on s'est dit. À nos réflexions, c'est pas nous qui les avons. Oui, enfin, vous élaborez des réflexions avec des gens qui ont connu les problèmes de la misère, encore, et vous en faites une force d'expérience à redonner aux autres, c'est ça? En partie. Entre autres, non. Donc c'est pour ça que c'est un peu flou. J'essaie de dessiner votre action, et j'y arrive pas avec vous. Pour donner un exemple bizarre. Je suis pas arrivé sur le site non plus, donc aidez-moi. Pour donner un exemple très concret et qui se passe pas loin d'ici, on trouve d'ailleurs dans le journal, toute l'année dernière et l'année d'avant, il y a eu un combat juridique très important autour des familles qui ont été expulsées d'Herblay. C'est des familles qui étaient définies, entre guillemets, comme gens du voyage, mais en fait qui étaient installées sur un terrain depuis 30 ans pour la plupart, donc des familles qui ont toujours vécu à cet endroit-là. Et elles ont été expulsées au nom d'une loi qui a été prise après leur installation, sur l'utilisation des terrains, peu importe. Et donc, tout le combat, dans un premier temps, ça a été de mobiliser la population d'Herblay pour qu'elle demande à ce que ces familles restent. Dans un premier temps, ça a échoué. Et puis, à chaque fois, on a monté les échelons. Et au bout d'un moment, on est arrivé, aujourd'hui, on en est au Conseil de l'Europe, puisqu'on a déposé plainte contre la France pour le non-respect de ce droit au logement en France, à propos de ces familles. Donc, c'est un exemple concret qui montre que partir d'une action locale, c'était des familles qu'on connaissait, qu'on accompagnait, par des bibliothèques de rue,
par de l'accès à la santé pour des familles qui souvent étaient plus ou moins non répertoriées dans les systèmes de sécurité sociale, tout ça. Bon, ça c'était dans un premier temps. Et quand cet arrêté d'expulsion est arrivé, il a fallu passer en fait, vous faites un boulot d'assistante sociale. Ah non. Je comprends rien. Vous faites aussi, mais en fait, vous mettez le mot misère très en avant. Et là, vous jouez un peu sur tous les tableaux. C'est ça qui est un peu troublant. C'est autant l'accès à la culture que les gens qui sont expulsés, que la misère en Afrique et je ne sais quoi. Et voilà, et c'est les prisonniers, et c'est les femmes, et c'est pour ça en fait qu'on a du mal à la dessiner, votre action, parce qu'elle est sur tous les tableaux en fait. Et même le mot misère, je sais même plus ce qu'il veut dire dans tout ça. En fait, j'ai lu quelque part, je sais plus exactement où, c'est peut-être dans un papier d'ATD Carmonde, que en gros la pauvreté c'est vivre avec peu de moyens et on bascule dans la misère quand on n'a plus suffisamment pour assurer tous les droits fondamentaux. Droit au logement, droit à la santé, droit à la culture, droit à la justice, droit au travail, droit à l'éducation. J'en oublie peut-être, pourtant c'est super important. Donc en gros on bascule dans la misère quand on n'a plus suffisamment pour garantir tous ces droits dans sa vie, quoi. Donc après ça peut être par des situations différentes selon les endroits, quoi. Ouais, tu parles des 3/4 de la planète, quoi, en fait. Quelque part, oui. Peut-être pas les 3/4 de la planète, mais on sait très bien aujourd'hui quand même qu'on est dans un système, à notre échelle de la France, à l'échelle du monde, profondément inégalitaire, et que la solution, elle passe pas juste en administrant un vaccin à tel endroit ou en injectant un petit peu d'argent à tel autre, que justement c'est une conception globale. Et c'est en ça que, tout à l'heure Céline disait que Joseph Rezinski et les familles du bidonville de Noisy-le-Grand avaient une pensée très en avance. C'est que d'emblée, ces familles qui étaient pourtant, qui avaient des problèmes au quotidien, quoi. Ils vivaient dans la boue en France dans les années 50, et puis ils ont d'emblée pensé il faut que ce soit un mouvement international parce qu'on n'est pas les seuls, parce qu'il existe d'autres formes d'exclusion, d'autres formes de misère. Et si on résout notre problème à nous, bon, ce sera pour nous, mais ça servira à rien pour les générations d'après et pour tous les autres gens autour. Donc voilà pour l'approche globale. D'accord. Mais alors, on devrait... Je comprends bien maintenant, mais on devrait alors justement avoir un bon gros discours très cohérent, une synthèse de ça envoyé dans la gueule des gouvernants à l'occasion de la journée de lutte contre la misère, quoi. Et il va y avoir un message là, officiel, enfin pas officiel, mais un message de tous là pour Sarkozy, parce que c'est lui aujourd'hui, hein, pas parce que c'est spécialement Sarkozy, mais... Je vous parlais tout à l'heure de la déclaration de solidarité, donc une sorte de pétition qui sera remise au gouvernement puis à des représentants de l'ONU. Et je peux vous la lire si on a quelques instants pour ça. Donc vraiment un gros message. Donc déclaration de solidarité. Je suis solidaire de celles et ceux qui luttent partout dans le monde pour résister à la misère et l'éliminer. Je veux contribuer à faire respecter la dignité de tous, à faire respecter pour tous l'accès effectif aux droits de l'homme. Je veux me joindre aux efforts qui permettent la participation des personnes en situation d'exclusion et de misère, notamment à l'occasion du 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère. Je demande que les citoyens, les autorités locales, nationales et les Nations Unies considèrent les plus pauvres comme les premiers acteurs de la lutte contre la pauvreté, associent les plus pauvres à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation, notamment des politiques qui les concernent, et portent l'ambition d'un monde sans pauvreté, un monde où les droits à la vie familiale, au travail décent, à la participation sociale, culturelle et politique sont respectés, soutiennent les événements organisés chaque 17 octobre afin que la participation des personnes en situation de pauvreté reste au cœur de la journée mondiale du refus de la misère, et participent aux dialogues qui doivent se mettre en place tout au long de l'année avec les personnes qui, en refusant la misère, créent des chemins vers la paix. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ça, l'essentiel du message qu'on essaye de passer là depuis un bout de temps, et surtout à l'occasion de ce 17 octobre, c'est vraiment que les personnes qui vivent la misère au quotidien, il faut vraiment prendre en compte ce qu'elles vivent si on veut, avec elles, avancer et éliminer la misère, quoi. Ce qui est souvent pas fait. C'est-à-dire que la semaine dernière, on était sur les OGM, par exemple, qui nous promettent de réguler la misère en même temps. Ils ne sont pas fabriqués du tout par les gens qui la subissent, la misère. Donc, oui, souvent, est-ce que, par exemple, les OGM sont là, je pose une question un peu tordue, quoi. Est-ce que ATD Carmonde a une position sur les OGM ?
pour avoir un suivi avec l'émission de la semaine dernière. Pas particulièrement, parce qu'on n'a pas été amené à se positionner. Ce qui est sûr, c'est que... C'est quand même important, parce que finalement, c'est un principal moteur économique mondial dans les décennies qui arrivent, quoi. Le principe directeur, ce serait vraiment celui que vient d'énoncer Céline. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas encore été amené à se positionner, mais si on le faisait, ce serait toujours avec cette idée et les plus pauvres là-dedans. Enfin, est-ce que vous les avez pris en compte certainement pas, parce qu'il faut qu'ils rachètent les graines tous les ans. Enfin bon, on va pas refaire le débat, mais... Ah, on fait signe qu'il est temps de passer de la musique, parce qu'on est sur Aligre FM et qu'il faut passer de la musique de temps en temps quand on fait de la radio. Et il faut que je dise, c'est la loi, qu'on est sur 93.1. Et c'est Smoke City. Alors on parlait là pendant les Sex Pistols. En plus j'aime bien quand tu parles parce que tu as l'air complètement illuminé. Et tu es trop contente de dire que tu m'as dit quoi? Il va y avoir trois personnes qui vont être reçues Non, je sais pas combien. Ah, tu sais pas combien? Non, bon, non. Peu importe. Elles vont être reçues où ça? Au Conseil économique et social, là, mercredi. Oui, c'est qui ces gens-là donc qui vont être reçus? C'est des personnes qui vivent au quotidien dans la misère, quoi, qui font partie du mouvement ATD Quart Monde, donc, et qui ont été invités, donc sur initiative du mouvement, à débattre avec le Conseil économique et social, quoi, pour que les gens les plus haut placés, une fois par an, soient confrontés à ça, quoi. On fait une parenthèse pour dire ce que c'est le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, c'est un organe qui existe dans les institutions françaises, essentiellement consultatif, qui regroupe diverses associations, syndicats, et qui fait des propositions par rapport aux lois qui sont discutées dans le Parlement. D'accord, ok. C'est pas qui est destiné à informer le gouvernement, en fait. Ou notamment, oui, qui fait remonter l'opinion de certains groupes comme les associations et les syndicats. D'accord. Donc, et ces gens-là, non, ils n'ont pas été sélectionnés, elles font partie du mouvement. Quoi. Oui. D'accord, ok. Et ce que je voulais te demander, c'est est-ce que vraiment, je sais pas comment est-ce qu'on peut les appeler les miséreux, c'est dégueulasse de dire comme ça, mais ces personnes issues de la misère. Nous, on dit militants, parce que vraiment, ils se battent au quotidien. Est-ce que les militants de la misère ont vraiment des idées nouvelles ou des approches nouvelles, véritablement ou... C'est difficile de dire nouvelles, je ne saurais pas répondre à cette question. Par contre, ce qu'ils ont d'essentiel, quoi, c'est que les personnes qui n'ont jamais vécu dans la misère, qui l'ont jamais côtoyé, peuvent pas penser à leur place, peuvent pas juger pour eux, peuvent pas les juger. Okay, et ils ont ça d'essentiel quand on provoque la rencontre. C'est ça, ok. Moi, je pose que des questions bêtes aujourd'hui. Hein. Non, mais excuse-moi, j'ai du mal à répondre aussi. Là. Je pense qu'il nous rappelle aussi une phrase que l'actuel président d'ATD Quart Monde, Pierre Saglio, aime bien rappeler, c'est que quelque part la réaction normale qu'on doit avoir, c'est de jamais accepter pour quelqu'un d'autre ce qu'on n'accepterait pas pour soi ou pour sa famille, de toute évidence. Et quand on se retrouve face au témoignage et à l'action de personnes militantes, oui, ça nous remet à notre place, et puis c'est évident qu'on a un être humain en face de soi. Hein. D'accord, on est vraiment sur un terrain du cœur, en vérité, quoi. C'est pour ça que je vous trouve catho, mais en même temps, c'est pas mal ça. c'est qu'on est sur le terrain de la prise de conscience, quoi. C'est le premier pas pour vous que vous pensez qu'il y a à faire dans on est aussi vachement dans l'empathie, plus dans l'empathie d'ailleurs que dans la revendication, parce que dans tout ce que vous dites jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment non plus de remise en question des gros lobbies, des forces de pouvoir, parce que tous ces gens, s'ils sont dans la misère... Oui. Il y en a plein des raisons et on pourrait les énumérer, et on sait qu'il y a que c'est des grands groupes qui sont derrière tout ça, qu'il y a beaucoup d'exploitation de l'homme. Ouais. T'as pas tort quand tu dis qu'on est dans l'empathie comme ça, et quand tu dis que ce qu'on essaye de faire en premier lieu, c'est changer les mentalités. Tu vois, si on arrive à changer les mentalités des gens qui sont dans ces grands groupes-là, forcément ça ira mieux. Mais c'est pas facile. Oui, mais tu y accèdes à ces gens-là. Tu as été voir le patron de Renault. Tu vois, alors il faut s'adresser à eux directement. Quoi. Ouais. Il faut le dire clairement, parce que c'est vrai que si vous n'avez pas... moi, c'est ça que... Ouais, je pense que c'est ça qu'Héloïse et moi, on est un peu en manque, parce que nous, on est quand même on aime bien taper sur ce qui nous emmerde. Et là, vous tapez sur personne, quoi. C'est ça qui est bien, finalement. Enfin, des gens positifs, quoi. C'est rallier les gens par le bas, c'est mettre en place une solidarité
finalement, entre miséreux. Non, là Non, je non, justifie parce que non, ce que non, disait là, Céline là, je tout suis à pas l'heure, d'accord. c'était bien de partir des plus pauvres et que si on part des plus pauvres, forcément, on a tout le monde. On a tout le monde dans le sac, quoi, quelque part. Par exemple, si les plus pauvres peuvent avoir accès à la culture, t'es sûr que n'importe qui d'autre peut y avoir accès aussi, pour donner un exemple concret, quoi. Et c'est vrai que comme on se refuse à cibler, on sait très bien qu'il y a des causes économiques qui sont liées à un système économique qui repose sur des grands groupes, mais comme on se refuse à cibler seulement le problème économique, qui est aussi un problème de mentalité qui fait qu'à partir du moment où quelqu'un est en faiblesse économique, en état de précarité, il se retrouve exclu de tous les circuits, mais pas seulement par les grands groupes, il se retrouve exclu des circuits d'assistance prévus par l'État, il se retrouve exclu de la vie de quartier, donc c'est pas que les grands groupes, il y a aussi quelque part les personnes qu'il rencontrera au quotidien et qui ne sont pas le PDG de Renault en l'occurrence. C'est vrai que la misère n'a pas que des raisons économiques. Ça Là, t'embouche un coin, Héloïse. Ça. Ouais. Et puis voilà. Et le truc que je voulais dire surtout, c'est que nous, avec Mano, on aime bien justement gueuler sur ces mecs comme le PDG de Renault, mais que nous, finalement, on ne fait pas plus avancer le schmilblick, même si on peut dire des vérités de temps en temps, mais que vous en faisant ce que vous faites... vous avez des résultats, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et que finalement, peut-être vous touchez beaucoup plus de gens et vous rayonnez un peu plus largement autour de vous que nous en gueulant. Des résultats, en fait, c'est des tout petits pas, mais quand on vit ça dans une action qu'on mène sur le terrain avec des familles, c'est... Je me demande si l'un peut aller sans l'autre, en fait. C'est ça, la question qui se pose. Je pense que nécessairement les deux sont liés, parce que Céline, justement, est plutôt dans ce domaine d'être sur le terrain régulièrement auprès des gens, et moi je suis plutôt dans la partie à TD Carmonde qui consiste justement à communiquer, puisque je suis dans l'équipe du journal Résistance. Donc les deux sont forcément liés, parce que comme on disait tout à l'heure, si on se bat juste dans son coin, on se bat dans le désert, personne n'en entend parler et on finit par s'effondrer. Donc oui, les deux sont nécessairement liés, et dès le départ d'ailleurs, c'est très rigolo, les premiers jeunes qui sont venus dans le camp de Noisy-le-Grand rejoindre Joseph Rezinski et les familles, et qui disaient on veut faire quelque chose, et il leur a dit allez d'abord finir vos études, et quand vous aurez des compétences et tout ça, revenez, comme ça vous nous aiderez encore mieux. Et quelque part il y a ça en fait, et c'est pour ça qu'on n'exclut personne, ni des gens qui viennent du 16e arrondissement qui pourraient avoir de la bonne volonté. Ouais, les deux sont forcément liés, parce que quand on essaye de témoigner, de médiatiser, de parler par exemple aux hommes politiques de ce que vivent réellement les gens dans la misère, et puis de les faire se rencontrer, on est obligé, nous, de connaître du mieux qu'on peut ce qui se passe chez ces familles-là et tout. Donc forcément, les actions sur le terrain sont indissociables des actions de communication. On ne peut pas en parler si on ne le connaît pas, quoi. Oui, sauf que là, je parlais plus que d'actions de communication, c'est réellement identifier les sources de misère. C'est-à-dire... connaître l'action de ces grands groupes là dont on parlait. Là, on dit grands groupes, c'est un peu vague, mais on sait un peu de quoi ça retourne. Mais de les attaquer, eux, plus directement, tu vois, de savoir... Si j'ai bien compris, ils sont plutôt dans pas s'occuper finalement de tous ces gros pourris pour générer un état d'esprit qui rende les gens plus forts. Moi, en ce sens-là, je les rejoins, je les trouve... Tu vois, à la fin de l'émission, elle m'aura servi au moins à quelqu'un, cette émission. Parce que moi j'étais plutôt un peu sur le... Je me demandais vraiment l'utilité des choses, mais finalement oui, c'est ce que moi j'essaye de faire en tant qu'artiste finalement. Quand je suis sur scène, j'essaye de faire passer des choses de base, de solidarité, de cœur. Mais voilà, je crois qu'on... Vous voulez dire quelque chose pour clore cette émission ? On vous invite tous à venir mercredi sur le Parvis des droits de l'homme et des libertés. C'est de 10h à 21h. Et moi, je voulais juste poser une dernière question, un peu vague, mais c'est quoi la culture finalement, l'accès à la culture parce qu'on fait aussi beaucoup d'émissions sur Internet et le mot culture est vachement galvaudé ces temps-ci. Donc l'accès à la culture, par exemple, ça se passe comment ? C'est quoi ? À part, il y a la bibliothèque, Il y a les bibliothèques de rue. Il y a des universités populaires aussi, qui est un système d'échange entre des spécialistes sur des questions universitaires, justement, comme on dit, mais pas seulement l'art, l'histoire, la musique, et des gens de différents milieux, là pour le coup, Carmonde, mais aussi des gens
bourgeoisie, tout ça mélangé avec un partage des savoirs, justement. Et tu parlais d'Internet, il me semble qu'à Paris, il y a plusieurs actions d'Internet de rue qui ont été menées un peu sur le modèle des bibliothèques de rue, donc on va dans les quartiers, avec un ordinateur, une connexion Internet mise à pour les disposition, gamins, les familles, avec des animateurs autour de tout ça aussi. On va donner vos sites. D'ailleurs, tu m'as dit que j'avais été sur le mauvais site, où il n'y avait pas beaucoup de... Non, c'était pas le mauvais site, c'est simplement qu'il y en a un, justement, actuellement, qui est un peu plus punchy, quoi, pour la campagne. Axé sur la campagne, d'accord. Refusonslamisère.org. Refusonslamisère.org. Et sinon, l'autre site, c'est ATD Carmonde. Ou en tapant ATD Carmonde, on y arrive, oui. Ouais, sur Google, pour ne pas le nommer. Sur VO Search. Voilà, si tu veux. Je connais pas. Bon, bah sur ce, Laurent, t'as pas un mot de la fin, là toi qui es si drôle Oui, le sujet n'est pas forcément drôle, donc non, j'ai pas un mot de la fin. Juste que je vous ai trouvé une petite musique pour terminer. C'est Moussé Hakim, les anciens du groupe Zebda, voilà, qui ont fait un album solo, Moussé Hakim ou le contraire. Et puis ça parle un petit peu de l'espèce humaine, puisque le morceau s'appelle Néandertal. Bon. Voilà. Je me disais que c'était pas mal. Eh ben, merci Nicolas et Céline. Merci et puis, à toi. si vous avez des infos à faire passer, vous nous les envoyez, on les passera. Merci beaucoup. Ciao. Puis lundi prochain, c'est Pelou. Ah ouais, lundi prochain, on reçoit Patrick Pelou, le patron des urgentistes, qui n'a pas la langue dans sa poche. Et puis voilà, je vous embrasse tous. C'était Smoke City, c'est tous les lundis sur Aligre FM à 18h30. 93.1. T'as vu, je fais bien maintenant. Ah ouais, vachement bien. Trop fort. Allez. Ciao tout le monde.